propose de passer à la table ronde. Au moment des analytics, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un moment particulier en fait, où on définit toutes ces analytics au préalable, ou est-ce que ça se fait à un moment donné en fait, dans le développement, ou juste quand on va le mettre en prod? Et la deuxième question, c'est je dirais, est-ce qu'il y en a des standards entre guillemets qui se retrouvent dans toutes les applis? Je vais me permettre de répondre sur la question. C'est-à-dire que Vincent et moi, on a eu l'occasion de travailler ensemble quand il était au Monde, et on avait eu justement cette discussion-là. Soit la solution standard, comme on l'a dit, Firebase marche très bien, où en fait on peut faire le choix de dire on le met et on lance, on tag chacun des écrans, chacun des événements, et du coup on va avoir une vue assez générique de ce qui se passe. Ce qui nous est arrivé au Monde, c'était assez drôle, pas trop, mais le responsable du projet, du produit, avait dû quitter le produit assez tôt, et on s'est retrouvés, nous, équipe, à devoir dire, bon, qu'est-ce qu'on fait? On savait que d'habitude on subissait les temps de tagage, et on s'est dit, bon, si on les subit, qu'en plus on ne les exploite pas, autant pas en faire, ça sert à rien, on se passe de la face. Donc on a parlé avec les journalistes à l'époque, on a dit, mais qu'est-ce que vous voulez en fait? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et on faisait une application qui était, en gros, ça s'appelait la matinale, donc c'était 20 sujets, les gens choisissent quel sujet ils veulent prendre. Et il y avait les journalistes qui avaient leur but et les UX qui avaient leurs enjeux aussi. Ils voulaient voir si l'application était bien comprise, notamment des fonctionnalités, comme l'a montré Nico tout à l'heure. Est-ce que les gens allaient dessus? Et les journalistes, en fait, étonnamment, elles ne voulaient pas savoir si les informations étaient, les sujets étaient rejetés, parce qu'elles ne voulaient pas que ça influence sur leur ligne éditoriale, mais elles aimaient quand même avoir un top des applications qui étaient lues. Donc on a juste mis le strict minimum pour les personnes qui étaient concernées. Parce qu'encore une fois, quand on parle d'analytics, on parle de métier. On parle soit pour le métier, qu'est-ce qui est intéressant, soit pour les UX, pour les designers, est-ce que leur application est bien comprise. Donc c'est, selon nous, c'est quand même à eux de remonter le besoin, parce que techniquement, à la limite, pour être vulgaire, je m'en fiche un peu comment ça va, donc ce qui m'a intéressé, c'est techniquement. Donc il faut vraiment construire avec eux, et soit on a la technique on met de manière un peu au hasard, on voit où ça nous mène, soit on cible vraiment un parcours, on veut voir si une fonctionnalité marche ou pas, et là on ne cible que ces événements-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Bien sûr, avec grand plaisir. C'est peut-être un peu aussi la frontière qu'il y a entre ce qui est représenté entre Datadog et ce qui va être l'analytics technique. Par exemple, j'ai relevé une erreur dans mon code parce que j'ai eu un retour d'un appel à une API qui ne s'est pas bien passé. Et les analytics plus métier, fonctionnel, UX, qui vont s'intéresser à est-ce que cette fonctionnalité est utilisée comme je l'attends, ou j'ai mis une hypothèse, je vais vérifier qu'elle est réalisée. C'est peut-être, en termes d'événements génériques tracés, c'est souvent la visibilité de tel écran, affichage de tel écran, tape sur bouton, c'est les grands classiques, c'est ça. Bon, puisque tu as pris la parole, je propose de te présenter un peu plus largement. Okay. Donc, je suis Vincent Tomajo, je suis le responsable développement mobile chez Mediapart depuis septembre dernier. Et avant ça, j'ai bossé pendant 7 ans pour le journal Le Monde. Au début en tant que développeur iOS, puis lead de l'équipe iOS, puis lead de l'équipe mobile. Merci. Bonjour, je m'appelle Olivier Legoanvic, je suis responsable du pool de développement mobile, enfin de la mobilité au point des mousquetaires pour les points de vente, donc à destination des employés, plutôt du B2B. Et je travaille pour le groupement depuis 6 mois. Il y a un véritable enjeu mobilité chez les mousquetaires, puisque notre CIO a fait le jeu de voir disparaître en point de vente les PC à horizon de 5 ans. Donc il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place en ce moment pour industrialiser le développement autour de la mobilité. Aujourd'hui, c'est encore naissant chez nous. On est vraiment au balbutiement, mais il y a de belles choses à faire et on n'est pas où ça. Merci beaucoup pour ces précisions. On avait une première question, je pense, pour toi, Vincent. Tu parlais du contexte B2C. Au départ, c'est assez grand public. Et on se demandait comment est-ce que, dans ce contexte-là, vous gériez la problématique de l'installation, du déploiement de vos applications. Qu'est-ce que vous avez mis en place par rapport à ça?
Alors, pour l'instant, en fait, c'est assez récent comme contexte, parce que Mediapart a déjà une application mobile qui existe. Mais depuis que je suis arrivé, en fait, on est en train de la reconstruire. On fait une refonte, qui est pour l'instant pas publique. Donc, on ne s'est pas encore confronté à ce déploiement en public. Mais ce qu'on sait, c'est que, en s'appuyant sur mon expérience passée, on sait qu'on va vouloir suivre la plupart des bonnes pratiques qui ont été évoquées ici. C'est-à-dire le fait d'AB tester des fonctionnalités, vouloir toujours être principalement piloté par la mesure de est-ce que telle fonctionnalité fonctionne ou pas en fonction de ce qui va nous être remonté. De pouvoir aussi déployer, l'AB testing c'est plus sur des populations choisies ou en pourcentage. Mais on peut aussi vouloir déployer à tout le monde, mais progressivement, donc les staging release. Donc ça, on sait qu'on va vouloir faire ça aussi. Je parlerai un peu plus tard de comment on compte le faire, parce qu'on a un contexte un petit peu aussi différent des contextes purement natifs qui ont été décrits ici. On compte aussi automatiser au maximum, comme ce qu'on pouvait faire au monde. En fait, le monde, ce qui était fait, c'était qu'il y avait un déploiement interne qui était réalisé à chaque fois qu'une fonctionnalité était code reviewée par les développeurs et était immergée sur la branche master du système de gestion de source. Et tout ça a été automatisé pour avoir le plus tôt, comme tu l'as dit tout à l'heure, plutôt entre les mains des utilisateurs internes, l'application qu'on souhaitait mettre dans les mains des utilisateurs externes après. Et alors justement, tu peux juste nous dire un mot sur comment ça se faisait ce déploiement sur un store. Est-ce que vous avez un même store pour toutes les applications, un store différent pour iOS et pour Android? Comment vous gériez ça? Oui, à l'époque, en fait, on utilisait OKApp, qui maintenant a été racheté par Microsoft, qui fait partie de la solution Microsoft App Center. Et du coup, c'était une sorte de même interface pour nos utilisateurs internes. Donc c'est une solution qui était intéressante à l'époque parce qu'elle faisait déploiement de bêta release, enfin de mise à jour bêta ou interne, et aussi collecte de crash log. Donc là on avait les deux en un pour pas cher, voire gratuit. Ce qu'on avait fait, alors parce qu'il y a toute une problématique, en tout cas sur iOS, quand on veut faire installer une application sur un device d'une personne précise, en tout cas quand l'application n'est pas téléchargée sur un store public, il faut que l'identifiant du device fasse partie du provisioning profile, donc un profil qui permet de signer l'application. Et pour ça, en fait, quand on veut le faire installer, soit il faut avoir déclaré les identifiants des devices au préalable, soit il faut le faire à la volée, ou à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit, il faut recompiler l'application, resoumettre une mise à jour. Autant d'étapes qu'on voudrait automatiser ou dont on peut se passer en investissant un petit peu d'argent, parce que par exemple au monde, ce qu'on avait décidé de faire sur iOS, c'était de prendre de payer un abonnement Apple. En fait, quand on veut soumettre une application publique chez Apple, on paye une cotisation au programme de développeurs. Mais il existe un programme parallèle qui est plutôt orienté à l'origine pour les clients B2B, qui est le programme Enterprise. Et nous, on avait pris un abonnement à ce programme pour nous permettre justement de ne pas avoir à déclarer tous les identifiants de devices sur lesquels on voulait pouvoir livrer l'application. Donc voilà, en fait, on utilisait Jenkins, que vous avez cité tout à l'heure, pour builder automatiquement l'application à chaque fois qu'elle était... à chaque fois qu'une fonctionnalité était reviewée, émergée sur la branche master. Et c'est tout le process du coup de déploiement sur OKApp et après l'envoi de mails avertissant qu'il y avait une mise à jour ou OKApp, ça fonctionnait pas mal parce que le SDK s'installait dans l'application et en fait quand un utilisateur relançait l'application, il y avait une petite pop-up qui lui indiquait qu'il y avait une mise à jour qui était disponible et qu'il pouvait faire la mise à jour. Merci. Je crois que du coup, toi, Olivier, tu expliquais à l'instant, vous avez plutôt un contexte B2E, c'est-à-dire beaucoup d'applications qui sont pour les employés. Est-ce que tu as des spécificités particulières que tu souhaites mentionner, des problématiques particulières auxquelles tu fais face quand tu es dans ce contexte-là? Il y a une grosse différence au niveau des fonctionnalités des applications. Et là, c'est sûr que nous, on est plus axé sur la productivité des employés. Ensuite,
ça a été mentionné tout à l'heure, mais effectivement, nos utilisateurs, les employés n'ont pas le choix des applications. Donc en fait, ça ne veut pas dire que l'application est très utilisée parce qu'elle est bonne, mais elle pourrait très bien ne pas être très efficace, mais comme ils sont obligés d'utiliser ça, ils n'ont pas le choix pour faire les inventaires, d'utiliser. Il n'y a qu'une seule application pour faire les inventaires, les réapprovisionnements dans les magasins, c'est aussi une seule application. Donc il faut être proactif pour solliciter du feedback. Alors on a le SAB, on a décidé de SAB pour ça, mais des choses qui sont montées, mais c'est souvent pas sur la qualité, c'est souvent quand il y a un problème. Le ressenti, on a du mal à le percevoir. Il faut aller sur le terrain en fait. L'autre chose, c'est que effectivement nous on ne veut pas publier nos applications sur les stores publics, donc on veut garder la maîtrise des déploiements des applications. En même temps, on souhaite qu'il y ait un espace dédié à nos applications, donc sur les téléphones. Donc c'est l'objectif, la raison pour laquelle on utilise un store privé. Donc on veut simplifier l'accès aux applications, mais sans avoir à aller sur les stores, l'App Store ou le Play Store, les stores publics. L'autre chose, je pense qu'il peut être noté aussi, c'est qu'en principe, sur le B2E, on peut imaginer qu'on est maître de des devices, des appareils. Donc on recommande l'utilisation de certains appareils. Nous, on a des appareils qui s'appellent Bluebird, avec des scanners, qui sont équipés de scanners de barcode, des matériels plus robustes, donc, avec des grosses coques qu'on peut laisser tomber en rayon sans problème. Mais en fait, c'est un groupement, les mousquetaires, c'est un groupement d'indépendants, donc les chefs d'entreprise sont propriétaires de leur magasin. Donc on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas dicter réellement de solutions pour tout le monde. Donc on ne peut pas imposer aux magasins d'acheter des appareils spécifiques. Donc la politique du groupement, c'est vraiment BYOD, donc Bring Your Own Device. On permet aux employés d'utiliser leur propre smartphone pour accéder à nos applications. Donc là, on se rapproche plus du B2C, mais je pense que c'est quand même une problématique. Oui, c'est particulier de permettre que BYOD, c'est quelque chose qui se développe beaucoup, mais pas encore forcément présent partout. Mais du coup, ça apporte parfois quelques contraintes du coup, de s'adapter à beaucoup de devices différents. Ça pose des contraintes au niveau des tests. Effectivement, si on a eu à développer pour un seul appareil, on aurait même pu sélectionner une technologie. Si on développait sur Android, on peut imaginer, par exemple, on aurait fait du natif au niveau des développements natifs spécifiques à Android. Justement, sur la problématique des tests, qu'est-ce que vous avez mis en place ou commencé à mettre en place et quels bénéfices vous tirez pour les parties tests justement de vos apps? Alors notre usine de développement, elle est encore naissante, comme je disais tout à l'heure. Donc on a mis en place, donc on a quand même un paquet de CI. On utilise GitLab CI/CD, donc qui a été mentionné tout à l'heure. Et on fait des tests unitaires, donc ça c'est automatisé, ce pipeline-là. En revanche, on n'est pas bon encore sur les tests de bout en bout. Alors bon, j'ai compris que c'était pas forcément ce que vous vouliez, qu'il fallait être très prudent là-dessus. Donc effectivement, nous pour l'instant on n'a pas de test de bout en bout, c'est vraiment du manuel. Alors, quand on a sur du BYOD, ça peut. On peut quand même se poser la question d'automatiser certaines choses, parce que là, les testeurs, ils vont quand même avoir pas mal d'appareils à tester. Même si nous, on se positionne sur des technologies hybrides, donc on fait donc c'est à partir de technologies web. On package des applications, enfin des applications natives, avec des technologies comme Cordova, nous on développe en Angular et Ionic. Donc c'est quand même des technologies web qui s'adaptent bien en principe sur tous les types de devices, mais il faut quand même faire un test pour s'assurer réel. Alors, on est en train de sélectionner une ferme de devices. Nous on a accès là-dessus. Mais le framework est important aussi, et on a testé quelques-uns, mais on ne sait pas encore. Pour l'instant, on n'a pas trouvé encore ce qu'il faut donner. Framework de test. Framework de test, parce que en fait, ouais. Donc on peut parler d'App Center,
tout à l'heure, il faut choisir une ferme de device, mais après il faut choisir le framework de test pour effectuer ces tests fonctionnels. Simuler l'utilisateur, l'employé qui va tester sur un vrai device. Ça aujourd'hui on ne sait pas faire et on essaye, on voudrait mettre ça en place. Ok. Vincent, tu peux nous en dire J'ai une question. Comment vous faites pour garder le contrôle de vos données en fait, par rapport aux utilisateurs justement, aux utilisateurs dans les magasins, à vos employés quoi, en fait? Oui, alors Parce aujourd'hui, que ces données peuvent être stratégiques, je sais pas moi, par exemple le store, n'importe, ou les fournisseurs que vous avez. Est-ce que vous avez une stratégie par rapport à ça? Parce que vos employés, ils ont tous sur leur smartphone, à la limite, c'est des data qui peuvent valoir de tout à fait. Mais aujourd'hui, on fait que des applications en mode connecté. On ne supporte pas encore le mode offline, ça va arriver, puisque là, dans les magasins, il n'y a pas forcément de très bonne connectivité. En particulier quand ils sont dans les entrepôts pour faire les réceptions de produits. Donc là, on a cette problématique-là. Il va falloir supporter le offline et avec du cache, sans doute. Et donc là, effectivement, on encrypte selon la sensibilité des données. On passe par de l'encryption. Effectivement, là, alors, on n'est pas trop concerné par le RGPD parce qu'on ne stocke pas de données nominales personnelles des employés sur les... Non mais ma question c'est la protection de vos données. Mais par contre, les articles, les bases d'articles, effectivement, ça, surtout le pricing, on ne veut pas que ça rentre dans la concurrence. Sur un appareil personnel, effectivement, on peut se poser la question. Encryption, chiffrement. Juste une question sur la problématique BYOD. Vous arrivez à vos utilisateurs se laissent enrôler en fait, dans votre solution de API facilement? En fait, ils préfèrent, oui, parce qu'ils ont pas, on leur donne pas, ils n'ont pas 3 téléphones sur lesquels ils jonglent. Aujourd'hui, c'est vraiment, donc ils ont leur Facebook d'un côté, et puis l'application, les mousquetaires de l'autre, pour faire les inventaires. Ils connaissent le fonctionnement de l'appareil. Souvent, on est amené à scanner. Donc tout est basé sur beaucoup de choses qui sont basées sur les articles. Et donc on utilise beaucoup l'appareil photo pour scanner les barcodes. Mais bon, ils connaissent bien en général le fonctionnement de leur téléphone. Est-ce qu'on peut avoir des... moi je suis confronté à des contextes, pas qualifier ça de gilet jaune, mais c'est un peu les gens en fait ont une forme de défiance. C'est-à-dire j'ai mon smartphone perso, je ne vais pas l'enrôler dans les infrastructures. Alors oui, c'est pas du MDM, nous. L'idée, ça va être de leur proposer des solutions qui vont être adaptées justement au BYOD et qui ne vont pas prendre un contrôle complet, mais un contrôle uniquement des applications pro. C'est exactement pour ça qu'on travaille avec Mousquetaire, parce qu'on permet ce type de choses-là en contrôlant uniquement la partie qui est importante, les données personnelles, les données professionnelles et les séparer des données personnelles. Et on présente ça à l'utilisateur, on lui montre que ça se passe de cette façon-là. Il a même sur Android une vraie séparation, il voit son côté perso qui est séparé du côté pro et les données pro qui sont maîtrisées par l'entreprise. On a vraiment les deux. On n'a pas la main mise sur les appareils des employés. Donc c'est pas vraiment de l'enrôlement, effectivement, j'avais pas forcément compris la question, mais nous on ne va pas sur un MDM, ça n'a pas été considéré comme acceptable, effectivement. Parce qu'il y avait de la réticence, les chefs de magasin même ne veulent pas forcément qu'on contrôle le contenu par téléphone. Du coup, pour revenir à la question sur la problématique des tests. Et juste avant, parce que ça m'a fait penser à ce qu'on faisait au Monde aussi, du coup au Monde on n'enrôlait pas non plus les utilisateurs de l'appli sur un MDM, mais ce qu'on avait mis en place c'était un système de, comme ça a été aussi montré, d'incitation à la mise à jour ou de mise à jour forcée, en fait, piloté par un fichier de configuration distinct où on indiquait que telle version d'OS et telle version d'API était la plus récente, ou telle version d'appli pouvait être installée sur telle version d'OS, et que ce soit sur iOS ou Android. Et avec une logique interne au lancement de l'appli, on attendait soit en général 3 jours, je crois, avant de présenter ce message de mise à jour, d'incitation à la mise à jour, ou en cas de plus critique de mise à jour forcée. Parce qu'on avait aussi cette problématique d'une application qui était principalement consommatrice d'API. Et d'une API qu'on voulait éviter au maximum d'avoir à versionner trop fréquemment.
Donc on devait gérer la rétrocompatibilité la plupart du temps. Et des fois, avoir cette mise à jour forcée et empêcher l'utilisation de l'application à un instant T nous permettait de synchroniser des releases côté back avec leur prise en compte côté client. Voilà. Et du coup, pour les tests, au monde, on faisait les choses assez classiquement, en fait, donc avec Jenkins sur chaque push d'une branche qui était envoyée en code review, se déclenchaient les tests. Il y avait un retour qui se faisait sur la branche pour indiquer sur la pull request, pour indiquer que les tests étaient passés ou pas. On avait envisagé un moment les tests sur des fermes de devices, mais on ne l'a pas fait. On avait envisagé aussi le crowd testing, puisqu'en fait il y a une solution aussi qui n'a pas tout à fait été évoquée, qui est l'emploi de personnes qui vont devoir suivre un scénario précis de l'application. Donc c'est un petit peu un compromis entre les tests fonctionnels qui sont peut-être fragiles et quand même un test fonctionnel qui va être réalisé par une personne physique. Voilà. On avait aussi très peu de tests fonctionnels ou tests d'interface, mais pour moi il reste potentiellement important à mettre en place, ne serait-ce que parce qu'ils ont l'effet bénéfique de s'appuyer sur les fonctionnalités d'accessibilité. Et donc, travailler les tests fonctionnels force le travail de mise en place de l'accessibilité de l'application. Et donc l'accessibilité, je ne sais pas si vous êtes tous familiers, mais c'est rendre l'application utilisable pour les malvoyants ou malentendants. Donc, ça passe par plusieurs niveaux de choix de couleurs sur l'interface, qui sont difficilement testables. Mais aussi est-ce que par les systèmes comme TalkBack sur Android ou VoiceOver sur iOS, pouvoir piloter l'application juste à la voix ou avec des gestures simplifiées. Voilà. Oui, donc le lien en fait c'est ça, c'est que comme on a l'application qui doit être testée par un robot et que lui finalement il n'a pas accès au code source, mais comment il se repère par les mêmes indications qui vont être données à un utilisateur aveugle qui va voir ce bouton-là a tel label et il va chercher le label correspondant et il va taper dessus et c'est comme ça qu'on fait. Donc s'il n'y a pas en effet le parcours pour les malvoyants, ça complexifie encore plus l'accessibilité, les tests fonctionnels. Sinon on est obligé de mettre des avis techniques et c'est parce qu'on essaie d'avoir des tests qui sont vraiment abstraits de l'implémentation de votre application, juste sur l'aspect visuel et visible. Et ce qui peut rendre aussi du coup les tests, c'est en partie ça qui rend les tests fragiles, les tests fonctionnels fragiles, parce qu'un test unitaire qui va tourner souvent, parce qu'il est normalement rapide à exécuter, et il fait partie du code qu'on va voir directement le développeur. J'ai tels inputs à une fonction, j'attends tels outputs. Sur un test fonctionnel, qui va tourner moins souvent, parce qu'il demande la plupart du temps l'installation d'un émulateur ou d'un simulateur. Là, il va se baser sur ces labels d'accessibilité qui sont en général moins connus, moins maîtrisés par les développeurs. Et c'est pour ça que s'il y a un tout petit changement, un bouton qui a été déplacé, il n'a plus la même identité. Et du coup, ça peut casser aussi pour ce genre de... Merci. Et du coup, actuellement, à Mediapart, j'ai mis en place une variante de tout ça. Parce qu'on est très petit, en fait on n'est que 2 développeurs pour l'instant sur l'application. Et on utilise une technologie aussi hybride. J'avais souhaité qu'on mette en place le plus rapidement possible tous les critères de qualité du code et sans forcément passer par la mise en place d'usines de développement, sachant qu'à Mediapart on utilise Bamboo qui est une solution intégrée à la suite Atlassian. Mais que quand on veut compiler une appli iOS, il faut le faire sur un Mac et la configuration, tout ça, ça va être compliqué. Et donc pour l'instant, en fait, l'usine de développement, c'est l'ordinateur de chaque développeur. Parce qu'on a branché ce qu'on appelle des hooks Git, donc à chaque fois qu'on commit, qu'on indique qu'on a développé telle fonctionnalité, il y a même avant ça, il y a un test qui tourne pour vérifier que le formatage du code est correct
et le code est linté, donc il est vérifié de suivre les bonnes pratiques et les guidelines qu'on s'est édicté d'un accord. Et à chaque fois qu'on envoie le code pour qu'il soit reviewé par un pair, les tests tournent en amont. Donc on ne peut pas envoyer du code pour lesquels tous les tests ne sont pas ouverts. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'assure d'avoir des tests en continu en tout cas. C'est vrai que de la même façon, on a une analyse statique de code qui est faite avec un outil qui s'appelle Sonar. Et donc c'est pareil, ça donne un certain nombre de pourcentage de criticité si on a respecté les guidelines. Donc ça c'est quand même utile, ça donne un feedback très rapide pour les développeurs. Normalement c'est un signe de qualité, quoi. C'est ça vraiment pour ça c'était pour inviter sur le texte. Voilà, du coup, vous avez parlé de comment vous automatisez, on a vu tout à l'heure toute la partie du code, au test, au déploiement. On a parlé après des solutions de log, d'analytics. Et finalement, ces solutions, les gens doivent les mettre en place, mais derrière, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en avez déjà? Est-ce que vous en avez mis en place? Et est-ce que c'est un peu un traitement à la main, à la discrétion de chacun? Comment on gère cette partie-là qui est très peu automatisée finalement? Peut-être qu'il y a des alertes, il y a autre chose, ou est-ce que vous le faites? Alors toujours au monde, donc on avait une solution de collecte de crash log, une solution d'analytics pour l'audience en fait de l'application, c'est un point essentiel pour un média. Et donc au début, tout ce qui était événements plus métier ou fonctionnel ou même technique était remonté dans cet outil d'analytics plus orienté audience à l'origine. Donc des fois on faisait rentrer au chausse-pied des choses qui n'étaient pas adaptées. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé aussi à mettre en place Firebase en se disant qu'à chaque fois qu'on avait besoin de suivre un événement technique, on était obligé en général de passer par l'équipe marketing qui elle gérait le plan de tagage et l'outil de tagage. Et c'est pour ça qu'en fait on a poussé un moment pour que l'équipe technique soit maîtresse de cette partie-là sur sa partie. Donc on a utilisé Firebase pour tracer des événements. Je sais que concernant les crashs par exemple, Google permet de nous alerter, sur le Play Store en fait, il y a aussi toute une interface qui est dédiée, qui fait le même job que Crashlytics ou OKR pour la collecte de crash log et qui permet de déclarer des seuils d'alerting. Pour l'instant à Mediapart on compte juste mettre en place une collecte de crash log assez simple sur la solution de Microsoft App Center, donc anciennement OKR. Mais j'ai étudié un peu le marché avant de mettre ça en place et il y a d'autres solutions qui s'appellent Instabug ou Bugsnag qui sont complètes et citées parce qu'elles sont plus orientées technologie web. On utilise une technologie hybride pour construire une nouvelle application et qui permettent de mixer en fait ces collectes de crash log et la collecte aussi d'analytics. Et pour le coup, ces deux solutions-là sont assez évoluées par rapport aux autres qui existent du marché parce qu'on peut justement définir des seuils d'alerting pour tel événement. En fait, donc ça marche par type de requête, un peu à mon avis comme un Datadog. On dit voilà, quand tel événement s'est passé plus de tant de fois, je veux être alerté. Et donc ça peut permettre d'intégrer de façon plus correcte tous ces événements dans une chaîne métier. Par exemple, s'il y a une astreinte pour gérer l'infrastructure du SI, on peut tout à fait intégrer ce genre d'alerting dans ces outils-là. Et donc pour l'instant, ça reste. J'ai pas mis en place cette solution-là, mais c'est pas du tout exclu qu'on y passe. Et comme la maîtrise des data utilisateurs aussi sont très importantes pour Mediapart, il n'est pas exclu non plus qu'on fasse l'inverse plutôt que ce qui a été présenté tout à l'heure et une collecte d'analytics un peu maison pour justement intégrer tout ça sur des dashboards qui sont justement partagés avec les développeurs web, avec un Grafana ou autre. Oui, parce que souvent le lien entre ce qui se passe sur l'application mobile et après ce qui se passe au niveau serveur n'est pas forcément facile à faire. Nous, on utilise une solution, on est en train de tester une solution qui permet de faire ça en principe, qui s'appelle Dynatrace,
qui est assez connu au niveau du serveur. Mais aujourd'hui, ils ont développé des composants, des plugins qui peuvent s'adapter, qu'on embarque dans les applications mobiles et qui permettent, quand il y a un problème qui est déclenché sur le client, on peut descendre jusqu'à la chaîne du serveur, des services, l'API, des services même plus bas que ça. C'est une solution assez chère, donc on va voir comment on met ça en place. Mais ça paraît assez prometteur. Parce que Datadog, je ne sais pas comment vous faites le lien justement avec ce qui se passe les événements qui se passent sur le client et ce qui se passe sur le serveur. Alors oui, vous avez trouvé d'autres solutions, mais Je vous laisserai en parler avec mon collègue. Juste après, ce sera un teasing bien possible. J'ai oublié de spécifier aussi que les solutions que j'ai parlé de collecte de crashlog, actuellement aussi sont souvent couplées avec une solution de collecte d'analytics plus ou moins évoluée. Mais typiquement, en fait, on peut, avec Instabug ou Bugsnag, on peut avoir ce qu'ils appellent des breadcrumbs. Et donc c'est lorsqu'on a un crash, et si on a aussi mis en place une solution d'analytics qui va avec, on peut avoir la chaîne des événements qui ont conclu sur ce crash. Donc login, affichage de tel écran, tape sur tel bouton, crash. Sur ce point, pour compléter, sur Firebase, on le peut aussi. Et par exemple, à la SNCF, on avait, c'est pas vraiment un point de tagage et une autre manière de taguer, mais on avait mis de l'analytique juste pour contextualiser. Parce qu'en fait, comme Firebase est une suite énorme, quand on utilise tous les orties, ils bénéficient les uns des autres. Et en mettant des analytics Firebase et en utilisant l'outil de reporting de crash de Firebase, donc quand on a un crash, on dit il est passé par là, 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 là. Donc on ne se servait pas des analytics autrement que pour comprendre le contexte du crash. Je sais que toi, tout de suite, on parlait d'un outil, Instabug, Bugsnag, qui sont plutôt web, qui peuvent être utilisés côté mobile. Je sais que tu mentionnais, Olivier, je crois que la mise en place d'une idée web était très différente, enfin d'une idée mobile était très différente d'une idée web. Tu avais eu un peu la dichotomie, le fait d'avoir vu les deux. Est-ce que tu peux préciser peut-être un peu justement les différences que tu vois à ce niveau-là? oui, je parlais. Enfin, moi, ça m'a frappé les différences, parce que moi j'étais développeur surtout sur l'application web pendant longtemps. Avant de passer sur du mobile, là je fais beaucoup moins de développement, mais je m'aperçois que la chaîne en fait les étapes sont assez similaires. Quand on parle de CI/CD, la construction de l'app, puis après les tests unitaires, on en a aussi sur le web, puis après les tests de bout en bout aussi, ça peut être automatisé de la même façon. En revanche là, il y a quand même des étapes de build qui sont, la compilation, donc ça prend quand même beaucoup plus de temps. On parlait typiquement quand on doit compiler pour du iOS, souvent les développeurs le font sur leur machine. Nous on a mis en place un Mac dédié, mais c'est pas très pratique non plus, parce qu'il y a un agent qui tourne sur le Mac, et puis tous les développeurs vont construire leur application comme ça. C'est automatique dans le pipeline, à chaque commit, un peu comme ce que tu décrivais. Mais ça, c'est quand même c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Donc on travaille avec des équipes DevOps qui sont spécialisées de GitLab CI/CD qui nous aident, mais ça n'a pas été forcément simple à mettre en place. En plus de ça, il y a la fragmentation dont tu parlais tout à l'heure. Donc là, aujourd'hui, sur les navigateurs, il y a eu un temps où c'était très compliqué sur les navigateurs, mais aujourd'hui, si on un site web qui fonctionne sur Firefox, sur la dernière version de Firefox, qui sont toujours mis à jour en principe Chrome, on est relativement tranquille, Safari aussi. Alors que là, on a une multitude de devices, de combinaisons, c'est beaucoup plus difficile à tester. Merci. Je vous propose deux dernières questions, si ça vous va. Juste, Nicolas tout à l'heure a évoqué la gouvernance au sens large. Qu'est-ce que ça vous évoque, succinctement? Est-ce que vous avez quelque chose à mettre vous avez mis quelque chose en place? Qu'est-ce que ça vous évoque sur vos problématiques? Pour l'instant, à Mediapart, pas grand-chose, parce qu'on a la main sur tout. Au monde, c'était un peu plus compliqué, parce qu'on avait fait développer, tu le sais bien, une application par une société tierce à l'époque, parce qu'on n'avait pas la ressource pour développer en interne. Et donc on avait suivi de très près le développement, on avait accès au code source, on avait acheté le code source aussi.
Tout ce qui était design avait été réalisé par les équipes du monde. Donc en fait, niveau cohérence sur l'histoire, comme je vous en avais parlé, il n'y avait pas de souci. C'était déployé avec le certificat de développeur de chez nous. Ça demandait un peu de travail de suivi, un peu d'échange avec l'entreprise tierce, mais voilà, ça pouvait se faire comme ça. Et sinon, du coup, après, pas énormément de problèmes de gouvernance de mon côté. Nous, on a eu effectivement des petits problèmes à gérer de ce côté-là, donc on met en place une gouvernance maintenant, on a remis tous les process à plat, parce que chaque développeur, chaque équipe développait son application de son côté. On en a à peu près une dizaine dans l'entreprise pour l'instant, donc c'est pas énorme non plus, mais ça devrait se multiplier, donc il faut vraiment qu'on mette tout ça à plat. Les problèmes qu'on a eus, c'était lié à des certificats. On s'est rendu compte que y a des applications, des certificats qui expiraient, et puis on ne savait pas trop qui était maître du certificat. Alors, quand un certificat iOS expire, là on ne peut plus utiliser. Alors, c'est dramatique, ça a des conséquences dramatiques pour les employés, pour la productivité. Donc c'était, ça nous a rappelé un peu l'ordre. Et donc là, on met en place des processus avec un gestionnaire de certificats, un responsable du store, et ensuite il y a des responsables d'application et qui communiquent bien avec le responsable du store. Donc c'est ce qu'on met en place. On a centralisé certaines choses en fait, qui n'étaient pas centralisées avant. Merci beaucoup. Je sais pas si tu avais une autre question peut-être, non, c'est bon. Ouais, pour finir. Ouais, juste, dans ce cas-là, juste un petit truc. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur ce genre de choses? Je parle parce que j'en ai pas parlé avec Vincent, mais je me souviens d'un cas où une automatisation qui n'avait pas été faite avec des conséquences assez sympathiques. Je sais pas si tu t'en rappelles pas. Ou alors déjà si vous avez une anecdote en tête, déjà l'un de vous, à part sur... Une anecdote particulière, quelque chose qu'avec le recul vous feriez différemment dans l'automatisation? Je ne sais pas si ça n'a pas forcément trait à l'automatisation, mais c'est plutôt ça a trait quand même au store, à la façon dont on publiait les applications et surtout on a géré le versionning. En fait, on s'est aperçu, en particulier, on a une application qui est utilisée par le personnel Intermarché et la même application est utilisée par Bricomarché. Alors, ce n'est pas tout à fait les mêmes usages, qui est équipement de la maison et l'autre qui est l'alimentaire. Et au bout d'un moment, les besoins ont commencé à diverger. Alors c'est la même appli, mais l'application a divergé. Il y a des fonctionnalités qui étaient voulues par un côté, mais pas par l'autre. Et la solution facilitée qu'on avait fait, c'était de dire, ok, on crée une version, la V1.2, elle est pour Intermarché, et la V1.3, elle est pour Bricomarché. Et alors on peut imaginer après les problèmes que ça a créé, puisque quand il y a une qui évolue comme on l'intère, il faut faire des branches, et c'est insurmontable et ça crée un sac de nœuds dans le store pour la publication. Donc ça, effectivement, on n'en fera plus. Donc aujourd'hui, après, on va séparer les deux applications, mais il y aura une réflexion en tout cas là-dessus. Vincent, je te donne juste un indice. Donc c'était à l'époque, on était au monde, un commentaire sur l'App Store de quelqu'un qui dit « C'est bizarre, quand je secoue mon téléphone, il se passe quelque chose. » Tu peux nous en parler? Alors pour le coup, nous on avait ce qu'on appelait des flavors d'appli. Donc on pouvait installer sur un même device plusieurs applis identiques, mais il y en avait une qui était destinée au grand public, celle qu'on téléchargeait par les stores, une qui était réservée aux développeurs et une qu'on mettait potentiellement en interne aux journalistes. La release développeur avait une petite particularité, c'est qu'elle avait un menu debug qui apparaissait quand on secouait le téléphone et qui permettait de régler diverses options, notamment du feature flipping, afficher ou pas les pubs, faire cracher l'appli, ce genre de choses. Et un jour, parce qu'il y a eu un petit couac, on a livré ce menu développeur en prod. Et donc en effet, il y a un utilisateur qui nous l'a signalé sur le store. Et ça me fait penser à une autre anecdote, qui n'est pas tout à fait liée à l'automatisation, et encore, ça aurait pu être géré différemment. Mais on a parlé du fichier de configuration qui pilotait énormément de choses dans l'application, justement pour éviter au maximum les mises à jour nécessaires natives. Donc on essaie de piloter le plus de choses à distance.
Et à l'époque, en fait, le plus simple pour moi, c'était de mettre en place un fichier de configuration hébergé par Dropbox. Et un jour, j'ai mis en prod une appli qui tapait sur ma Dropbox personnelle, avec l'audience de l'application du monde que vous pouvez peut-être imaginer. J'imaginais que recevoir un mail de Dropbox me disant qu'il fermait mon compte, et je n'ai rien reçu, tout s'est bien passé. Je me suis dépêché de faire une nouvelle release qui corrigeait le endpoint qui était consommé. Effectivement, ça va poser problème. Et sinon, peut-être pour qu'est-ce que je ferais différemment par rapport à tout ce qu'on a pu évoquer. En fait, justement, là, c'est vraiment le challenge qu'on s'est proposé de relever chez Mediapart. Quelque chose qui me taquine depuis très longtemps, c'est d'essayer de retrouver la souplesse du web où, en effet, quand on met en prod, tout le monde a la même version. Et donc, à Mediapart, on a fait le choix d'une techno qui s'appelle React Native, qui permet d'écrire, donc c'est une technologie cross-platform, mais contrairement à certaines technologies cross-platform, c'est pas des web views qui vont s'afficher, qui ne seront pas forcément très performantes sur les différents devices iOS et Android, mais c'est vraiment du code natif qui va tourner. En fait, le SDK de React Native, donc l'appli est écrite en JavaScript. Le SDK de React Native interprète ce JavaScript pour instancier des vues natives dans chaque framework natif côté iOS, côté Android. La particularité de ça, c'est qu'en fait, le code de l'application peut donc être, sur une application qui est uniquement codée en React Native, peut donc être complètement isolé dans un bundle et être mis à jour dynamiquement à distance. Et Microsoft, dans sa solution Microsoft App Center, propose un outil qui s'appelle CodePush, qui permet de mettre en place différentes releases de ce code JavaScript et de pouvoir les distribuer à des utilisateurs choisis, ou alors un pourcentage d'utilisateurs, ou de faire en sorte que côté appli, on demande telle ou telle release. Donc, par exemple, on pourrait en effet décider que la release interne va s'appuyer sur une release CodePush staging qui contient du code pas encore complètement validé, et ainsi de suite. Et donc, pour l'instant, on n'est qu'au tout début de cette mise en place, mais voilà, on a de grands espoirs sur du déploiement progressif, sur lequel on aurait vraiment la main, parce que le Play Store est assez souple là-dessus, mais côté Apple, on n'a pas vraiment le choix quand on souhaite faire une stage release. Bon, c'est imposé, c'est sur une semaine, tous les jours, on progresse de X pourcentage, et on ne peut pas choisir plus précisément. Avec CodePush, en fait, la promesse, c'est de pouvoir choisir à combien de pourcentage d'utilisateurs on livre cette version. On a aussi la main sur comment cette mise à jour est faite. Ça peut être appliqué de façon brute au lancement de l'application. On interroge CodePush pour savoir s'il y a une nouvelle mise à jour. Une nouvelle mise à jour, on écrase le contexte de l'application, on a un écran blanc et après tout revient. Ou alors ça peut se faire de façon plus douce, donc quand l'appli repasse en tâche de fond. Donc c'est assez intéressant. Effectivement, c'est pas mal, c'est intéressant. Merci à tous les deux du coup pour ce petit échange. Je vous propose juste de repasser de faire un petit détour par les slides pour 2-3 derniers points et puis on pourra réattaquer les croissants à suivre. Et évidemment, vous aurez le temps de poser toutes les questions à nos intervenants d'ici la fin de la matinée. Hop, je vais passer. Ici, ce que je vous propose en fait, c'est un court détour. C'était très instructif d'avoir vos retours, de pouvoir se rendre compte un peu comment c'est mis en place vraiment techniquement. Et on voulait juste avant de retourner au croissant vous proposer de vous montrer un peu une solution appliquée, quelque chose que en fait on a déjà fait entre Octo et Palooza, l'application de la solution telle qu'elle pourrait être faite. En fait, maintenant qu'on a parlé un peu de tous ces enjeux, de toutes ces problématiques et de toutes les solutions qu'il y a, comment est-ce qu'on met ça en place? Comment est-ce qu'on procède? Par quelle étape on commence? Il y a toujours, on commence par mettre un bout d'éléments, etc. Puis on progresse. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est qu'entre Octo et Palooza, on a une expérience là-dessus. On a un bon retour d'expérience, on voit plusieurs sujets. Finalement, à chaque fois, côté Octo Technologies, à chaque fois qu'il y a une application qui est développée par l'équipe mobilité,
Ils travaillent sur une chaîne de build, ils en mettent en place une, où ils la corrigent, ils la mettent à jour, ils rajoutent des éléments. Côté Appaloosa, nous, on est un bout de la chaîne, en fait, on est un des App Store privés, donc parfois on voit à la fois les problématiques qu'ont les clients quand ils n'ont pas encore tout automatisé, les problèmes qu'ils rencontrent, la perte de temps, et on voit à l'inverse les clients qui ont réussi à tout automatiser et qui peuvent du coup aller beaucoup plus vite et qui ont un gain de temps rapide. Vinci Construction m'expliquait la dernière fois qu'ils étaient, depuis qu'ils avaient réussi à tout automatiser, c'était top, les versions étaient déployées, c'était automatiquement, dès qu'il y avait une nouvelle version, l'équipe projet pouvait tout de suite tester l'application et en profiter sur son device immédiatement. Donc nous, ce qu'on voudrait vous proposer, c'est de vous aider à arriver au schéma global de la Mobile Factory, c'est ce dont on a parlé, les différents éléments. Le développeur, l'idée c'est que là où vous avez le plus de valeur ajoutée, c'est quand le développeur crée des applications, crée des features, des fonctionnalités, etc. Et tout le reste, vous voulez l'automatiser. Vous n'avez pas envie que ce soit vos développeurs de passer du temps dedans. Donc gestion des versions, build l'application, fait tous les tests. On parlait tout à l'heure des vérifications, des linters, vérification des règles, comme quoi le code est bien fait, crowd testing et déploiement vers les stores. Et on n'oublie pas les derniers bouts, l'analytics, des logs, etc. qu'on doit penser en amont. Et tout ça, c'est des choses qui sont à mettre en place, qui prennent du temps. Côté Octo Appaloosa, on a de l'expérience. Donc on a éprouvé une méthode qui permet de les mettre en place à travers tous ces projets où en un mois on arrive à mettre en place ce type d'usine de développement en commençant par formaliser, en faisant ça en 2 phases, une période de build et puis ensuite il y a le quotidien. On vient, on fait une formalisation de vos enjeux, on analyse l'existant, on voit un peu quelles sont vos contraintes, quels éléments, quels outils vous pourriez avoir besoin, on fait des recommandations. Et puis on met en place la factory, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, et on met en place le run d'une première application à travers toute cette mobile factory. Et derrière, évidemment, il y a le maintien, la mise à jour, vous avez des nouvelles versions d'Xcode, de Mac, d'iOS qui sortent, donc il faut s'y fier, etc. Donc il faut garder une mise à jour de ça. Tout ça, c'est des choses qu'on sait faire et qu'on vous propose de vous aider à mettre en place avec nous, chez vous, puisque Octo et Appaloosa savent vraiment combiner leurs expertises pour vous aider à atteindre tous les bénéfices qu'on a mentionnés plus tôt, tous les objectifs, avoir une application qui soit de grande qualité pour que vos utilisateurs s'en servent et continuent à s'en servir, vous permettre d'assurer la sérénité de vos déploiements à chaque fois que vous avez de nouvelles mises à jour, vous permettre d'aller toujours plus vite, garder une image de marque qui soit cohérente, à la fois sur les stores, à la fois en interne auprès des collaborateurs, et puis vous permettre de vraiment vous concentrer sur ce qui apporte de la valeur à vos clients, développer des applications, des fonctionnalités, plutôt que de perdre du temps dans la tuyauterie. Voilà ce qu'on voulait vous proposer ce matin. Je vous remercie à tous pour votre attention. On était ravis de vous accueillir. On a pris un petit peu plus de temps que prévu, mais on va vous laisser attaquer les croissants. On va répondre aux questions. On a quelques questions, je crois, dans l'application. Ah oui, c'est toi qui as utilisé le micro. On va prendre un peu de temps pour répondre aux dernières questions. Et puis, de toute façon, autour du petit déjeuner, vous pourrez venir nous solliciter, nos intervenants, pour discuter si vous voulez en savoir plus. Donc c'est une feinte en fait. Vous faites pas prendre les croissants tout de suite. Non, en fait, c'est Non, c'était presque. Vous y avez cru. Alors, on a 5 questions. Déjà, est-ce que vous avez un Rex autour du BDD? Pardon. Du BDD. PDD. Je sais pas. Oui, alors donc la question c'est est-ce que je comprends bien la question? C'est le behavior développement, c'est en gros d'expliquer vraiment l'attendu dans un test fonctionnel de manière humaine. Mais justement, c'était chez Mythic qui avait ce souhait-là. Donc à Mythic, ils avaient vraiment des grandes, très enthousiastes à l'idée de faire des tests automatisés. Ils voulaient que ce soit quelqu'un de l'équipe QA qui soit capable d'écrire un test limite de manière textuelle, étant donné que je suis un utilisateur Mythic connecté, que je parcours ici, que j'arrive sur tel endroit, alors je m'attends à voir quelque chose. Donc ils ont mis une énorme couche qui est à la base un framework qui s'appelle Calabash, par-dessus la couche de test automatisé. Et donc ça a été très coûteux à mettre en place, sachant que je vous rappelle qu'à la fin, il y avait 4 tests quand même. Et en fait, on peut dire que c'est un énorme échec parce que déjà la couche en dessous n'était pas fiable, et là on rajoute une autre couche par-dessus. Donc à chaque fois on ne savait pas qu'est-ce qui pétait, qu'est-ce qui était compliqué, et au final,
qui faisait les tests, c'était les développeurs, et qui lisait les tests, c'était les développeurs. Donc il y avait, je pense, une volonté qui était vraiment bonne, de se dire on va abstraire, ça va vraiment être des gens, les gens de QA étaient un peu techniques quand même, mais qui vont écrire ça, mais la glue, l'interprétation entre les deux, ça a été assez lourd, et vraiment le Rex qu'on a pu avoir chez Mythic était vraiment mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'était il y a 2 ans, peut-être que ça a pu évoluer, même si les environnements de test n'ont pas changé, mais je pense que la volonté, enfin le retour sur investissement de se dire des gens autres que l'équipe vont pouvoir écrire des textes en anglais, ça va bien se passer, ça ne marchait pas. Tu veux un retour? Je partage ton retour sur ce côté un peu paradisiaque de on écrit les tests une seule fois dans le langage Gherkin, given, I am, user, then, j'attends ça. Qu'à la base, la promesse c'est que on écrit les tests une seule fois et ils tournent sur iOS et Android. En fait, on se rend compte qu'il faut écrire des pilotes pour que ça fonctionne bien quand même des deux côtés. Après, ma compréhension par contre du behavior driven development, c'est plus sur la façon dont on va rédiger le code et ça a moins rapport à la façon dont on écrit les tests. C'est plus sur de la structure du code où on va organiser nos classes et nos objets métiers justement sur des fonctionnalités métiers fort attendues et moins orientées techniques. Donc pas trop en rapport avec le développement. Merci pour ce complément. Je ne sais pas s'il y a personne qui a posé la question, qui a une réponse. Eh bien, en absence, on va dire oui, évidemment. Alors, autre question, à quel moment est-il le plus pertinent de mettre en place du crowd testing? Alors, comme on va atteindre des utilisateurs finaux, ils vont forcément prendre un certain temps pour réaliser des tests. Ce ne sera pas les tests automatisés. Donc, mon sentiment, c'est que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser à chaque release. Alors après, ça dépend. Si vous livrez une fois tous les 3 mois, c'est possible. Mais si vous livrez en production toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ça va peut-être être compliqué d'utiliser du crowd testing. Moi, mon sentiment, c'est qu'il faut l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser à minima avant la première release majeure de votre application. Et ensuite, à chaque fois que vous allez sortir des nouveaux, je dirais soit des nouveaux parcours, soit des nouvelles features qui impactent significativement l'expérience de l'utilisateur. Malheureusement, comme je vous l'avais dit, nous on l'a encore jamais réellement vu au réel, mais en tout cas, si moi j'avais à conseiller ça à mes clients, c'est ce que je ferais. Au moins une fois avant la release principale et après sur un rythme qui va dépendre en gros des features que vous livrez. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre le feature flipping et le crowd testing? Parce que en fait, le feature flipping, tu pourrais aussi tester, tu n'es pas obligé d'ouvrir tes fonctionnalités à toute une population pour justement tester, parce que Google le faisait aussi à la base. Donc la question c'est quelle différence il y a entre le crowd testing et le feature flipping? Le crowd testing, fondamentalement, on va livrer à une population qui n'est pas vraiment la vraie population sur les stores, tu vois. C'est-à-dire que c'est un petit peu la stratégie dont parlait tout à l'heure Gabriel, c'est que vous pouvez vouloir livrer à des utilisateurs sans qu'ils vous démontrent sur les stores si ça marche pas. Alors que si on fait du feature flipping, qu'on ouvre une fonctionnalité et que ça plante même 10% des utilisateurs, si vous avez, je repense encore à mon cas, moi j'ai déjà eu des problèmes avec mon appli bancaire, des problèmes de connexion, vous avez un virement à faire, vous n'arrivez pas à vous connecter pendant 2 jours, là tout de suite le ressenti il est vraiment très mauvais, quoi. Donc c'est vraiment la différence que je ferais. Le crowd testing, on reste quand même dans un environnement, on étend un peu quelque part ses capacités de QA sans aller jusqu'à un vrai utilisateur final qui peut tomber sur le store. La plupart du temps ils sont payés aussi. Et en plus ils sont payés, ouais, tout à fait. Et juste une question par rapport à ça, comment vous capturez finalement le retour de ces utilisateurs un peu particuliers? C'est uniquement via la traçabilité ou est-ce que vous faites autre chose? Alors, dans un contexte de crowd testing, pardon, excuse-moi. Comment est-ce qu'on peut capter en fait les feedbacks des utilisateurs dans ce contexte-là? Alors, dans un contexte de crowd testing, et peut-être même plus largement dans un contexte de bêta test sans forcément passer par du crowd testing, je dirais que les solutions sont multiples. Soit on peut intégrer dans l'application un framework de remontée de feedback. Il y a des choses comme Usabila par exemple qui existent, Usabila, User Voice, qui permettent de remonter directement la voix du client via ça. Sur un projet actuel, alors on n'est pas dans un contexte de crowd testing, c'est typiquement le projet avec Engie qui est un projet plutôt B2E. On a un certain nombre de bêta-testeurs qui sont des vrais utilisateurs en production, donc avec qui on a une relation un peu privilégiée. On a une dizaine d'utilisateurs, typiquement avec eux on a mis un groupe WhatsApp. Et nous, équipe projet et utilisateurs,
on est en contact direct au quotidien, on est capable, nous, de leur poser des questions, eux peuvent nous pusher de l'information. Bon, ça marche peut-être pour 10-15 personnes, maintenant si on en a 500, c'est peut-être plus compliqué. Du coup, moi, j'opterais plutôt pour la solution directement user voice ou vis-à-vis-là. Je ne sais pas si ces solutions sont incluses dans le package des solutions de crowd-testing, mais le truc qui marche assez bien, c'est de filmer en fait la vidéo, enfin, de vraiment filmer un parcours que les gens ont du mal à comprendre. Il y a peut-être des clients, des applications qui permettent de filmer en même temps, et du coup, instantanément, pour pas dire ah oui, quand je suis arrivé sur tel écran, quand j'ai eu tel chargement, pour vraiment expliquer et faire comprendre à l'équipe ce qui s'est passé, ça filme et ça marche bien. Il y a justement, tout à l'heure, on va présenter 2 usines d'intégration spécialement sur mobile, donc Bitrise pour lesquels on a bien mis la couche, et BuddyBuild, donc avec le problème que BuddyBuild c'est juste sur iOS, mais ils ont une fonctionnalité qui est assez cool, c'est que eux aussi ont un outil de crash reporting, et dans leur outil de crash reporting, tous les crashs font remonter une vidéo. Alors là c'est vraiment pour les bêta-testeurs, bien sûr pas pour le grand public, de toute la séquence qui a amené à ce crash là, donc voilà, il faut savoir quel type de retour vous voulez, est-ce que c'est des retours de ressenti ou des retours très techniques sur quel parcours, mais il y a des solutions qui sont J'ai une question pour Olivier. Est-ce que vous avez déjà testé, envisagé des solutions de ferme de device? Et si oui, quels sont vos premiers retours en termes de techno et pricing? Oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. On pense qu'on va s'équiper d'une solution telle. On a testé Microsoft, la solution App Center. Mais pour l'instant, c'était pas adapté à nos technologies hybrides. En fait, on devait faire du Appium, qui est un peu le Selenium, le pendant du Selenium qui est utilisé sur le web. Et aujourd'hui, c'était pas permis. Donc ça dépend aussi du framework de test qu'on utilise. Et on a regardé BrowserStack aussi. Et c'est pareil, c'était pas concluant. Donc aujourd'hui, on n'est pas encore équipé là-dessus. Mais on discute avec Microsoft parce qu'ils vont peut-être permettre de faire évoluer les choix. Sur leur roadmap, ils vont introduire les applications hybrides dans quelques temps. Et nos terminaux spécifiques, là, durcis, machin chose, on les ferme dedans. Alors, Ces gens-là, parce que... Non, sur les terminaux spécifiques, ça, on fera les tests manuels, il n'y en a pas beaucoup. Mais on utiliserait plutôt les fermes pour les problématiques, on prendrait le top 10 des devices les plus utilisés. Et donc, plutôt que de faire ça en interne, il y a des propositions, il y a des gens qui voulaient faire ça en interne, on fait notre propre ferme, mais il faut maintenir les devices et en racheter chaque année, il faut gérer un parc en fait. Et donc ça paraissait pas pertinent. Mais, ouais. Donc effectivement, ils n'ont pas tous les devices non plus pour marcher. Alors, à partir de combien d'applications un store privé est-il nécessaire? Une. Non, évidemment, un petit parti pris, mais oui, effectivement, en fait, ça va être assez rapidement nécessaire quand vous faites une application d'avoir un environnement où vous pouvez la tester de façon privée, ne serait-ce que pour la cascade de tests que Gabriel mentionnait tout à l'heure. Il faut un environnement où vous allez pouvoir la mettre à disposition d'abord d'une petite équipe. Donc, dès que vous avez une première application que vous voulez tester, il faut un petit environnement de test. Et ça devient de plus en plus pertinent au plus finalement vous avez d'app et surtout au plus vous avez de versions qui sortent. Au plus vous avez de versions qui sortent, plus vous avez besoin d'automatiser, au plus vous avez besoin que les utilisateurs puissent revenir à un même endroit ou soient notifiés à un même endroit qu'il y a une application qui est disponible, une mise à jour qui est disponible. Comme l'a dit Nicolas tout à l'heure, même si on n'a qu'une seule application, si on passe ça par un store, il n'y a pas d'autre moyen que de s'envoyer le binaire par mail, faire des trucs un peu à l'arrache, et donc peut-être pas attendre, une seule application suffit largement à avoir besoin d'un store. Oui, justement, je voulais insister sur l'exemple dont je parlais tout à l'heure, c'est un vrai exemple. On a un client qui déployait toutes ses applications par mail, ils avaient 2 builds par semaine pendant la phase de test, il fallait ensuite envoyer ça à la quinzaine d'utilisateurs qui faisaient les tests ou qui étaient en bêta-test. C'était tentaculaire, c'était l'horreur, ils ne savaient jamais quelle version était vraiment déployée sur les devices. En plus, en l'occurrence, c'était un sujet
Android, c'était pas un sujet Apple, mais même sur Android, il faut être un peu power user. Quand vous voulez installer une application, il faut autoriser les sources inconnues. Si vous n'êtes pas un petit peu, si vous êtes juste testeur lambda, ça devient très très vite une galère, quoi. Et donc eux, on leur a mis un store et du jour au lendemain, ça a changé leur vie, vraiment changé leur vie. Même si c'est pas automatisé, vous déployez votre, en l'occurrence sur Android, votre APK sur le store, c'est juste un drag and drop, ça règle le problème de la majorité des utilisateurs. Beaucoup de questions qui arrivent, je ne sais pas si on aura le temps de toutes les prendre. Il y en a une pour Vincent. Le fait que des entreprises comme Airbnb aient abandonné React Native ne remet-il pas en question le choix de la techno chez Mediapart? Non. Non, parce qu'en fait, derrière, il y a Facebook principalement qui continue à investir massivement dans cette techno. Et Microsoft aussi, en fait, depuis peu, travaille ouvertement sur une version de React Native pour Windows. Donc non, je pense que c'est vraiment une techno qui a de l'avenir. Et même si la techno en elle-même devait ne plus être maintenue par Facebook, elle est open source, donc on pourrait s'en emparer. C'est aussi un des critères qui m'a fait choisir cette techno, c'est qu'on a accès à ce code, on peut contribuer à faire évoluer ce code. Alors que contribuer à Android, c'est possible, mais c'est assez compliqué. Contribuer au framework d'interface d'Apple, c'est pas possible. L'autre chose qui me conforte dans ce choix, c'est que à la Google I/O dernière et en ce moment à la WWDC, Apple et Google ont annoncé 2 frameworks chacun de leur côté qui font sensiblement la même chose et qui, en gros, qui permettent de coder des interfaces de façon déclarative. Et c'est ce qui a été initié par React à l'époque. Et donc, en utilisant React Native, on peut imaginer qu'on est sur la bonne voie. Moi, je peux ajouter une chose aussi. Même si on utilise une autre technologie qui est Cordova, on a regardé aussi React Native de près et on pense que ça a encore beaucoup d'avenir aussi. Donc en fait, nous, notre politique, ça va être de développer de l'hybride, du React Native aussi, et du Xamarin. On a choisi aussi de supporter le développement de Xamarin. Donc là, pour faire du natif, on peut imaginer que c'est encore plus performant que React Native. Après, il y a des débats, il y a des querelles de chapelle, mais on dit que traditionnellement, React Native, c'est un peu plus rapide que l'hybride Cordova, et que, évidemment, quand on veut vraiment parler de performance, il faut faire du natif. Mais en fait, la frontière elle devient de plus en plus floue, parce que le matériel devient de plus en plus performant, donc c'est pas forcément ressenti au niveau des utilisateurs. Mais React Native, je sais pas si, si on regarde le post dans le détail de Airbnb, ils ne remettent pas forcément en question l'avenir de la technologie. C'est une méthodologie plus. Voilà, c'est plus une méthodologie. Donc React Native, c'est encore. Ils ont imposé la technologie à des développeurs natifs, et un développeur natif qui ne choisit pas cette technologie-là volontairement veut plutôt rester dans son confort, confort et expertise, quoi. Voilà, c'est un réflexe normal de rejet d'une technologie tierce. On a fait le choix de ne pas trop parler du sujet de l'hybride dans cette matinale parce que c'est déjà assez vaste et c'est un sujet clairement à part entière et on pourra en reparler si vous avez le temps. Mais voilà, encore clairement, les problématiques qu'a Airbnb, c'est sûrement pas celle de la plupart d'entre nous. Donc ils peuvent faire des choix qui ne nous concernent pas, on peut en faire d'autres et voilà. À chaque fois, le natif reste cohérent, l'hybride peut rester cohérent, ça dépend des use cases qui sont proposés. Quel impact auront les progressives web apps sur ce que vous présentez? Ah, ouais, on en parlait là. En fait, on avait préparé une petite vidéo. Ouais, je sais pas si. Bon, ça dure 30 secondes, 28. Je sais pas. Ouais. En gros, j'ai enlevé le slide carrément pour vous montrer qu'est-ce que c'est qu'une progressive web app. Et quand dans la partie sur les stores, quand on dit il faut forcément faire une mise à jour. Donc déjà, Vincent, tu racontais ce qu'on allait pouvoir faire avec React Native. Les progressive web app, allez, ça vous achevez. Sachant qu'il y a 12 poissons, donc le vent. Restons. Non. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est fini? On peut pas revenir. En gros, c'est une vidéo, c'est un slide. Bon, je pourrais vous montrer. En gros, qu'est-ce qu'une progressive web app? On arrive sur votre navigateur, vous tapez le lien de votre site, et là vous arrivez sur un site mobile. Enfin, idéalement plutôt fait pour nous. Rien de bien surprenant. La seule chose, c'est que, en général, sur ces sites, on vous propose de dire tiens, est-ce que tu veux l'ajouter à l'écran d'accueil? On l'ajoute à l'écran d'accueil, et là, on va avoir l'icône de la progressive web app qui apparaît au même niveau que toutes les autres applications.
plutôt cool. Et quand on relance, et quand on reclique sur la Progressive Web App, alors là, ce qui est assez cool, c'est qu'on ne voit même plus le contexte qu'elle est dans un navigateur en fait. Elle est vraiment à part et on a l'impression d'avoir une app. Alors c'est du web, un peu sur normal, donc ça marche plutôt bien. Et on peut se rendre compte que c'est assez cool. Et là, du coup, les utilisateurs ont tout ce qui ressemble à une app sans n'être jamais passé sur un store. Donc on peut se demander, est-ce que c'est la fin des stores? Est-ce que c'est finalement, est-ce que maintenant il n'y aura plus d'app mobile, il n'y aura que ces Progressive Web App? Donc je pense qu'on n'est clairement pas là. Et il faut savoir que si Google et Apple ont quand même la mainmise et sont très contents d'avoir la mainmise sur les stores qui filtrent et chez eux. Et c'est aussi eux qui ont la mainmise sur les navigateurs qui peuvent autoriser ou pas ces Progressive Web App. C'est Google qui pousse les PWA. Comment? C'est Google qui pousse les qui pousse, mais après les PWA c'est aussi pour Apple, il faut voir comment ça fonctionne. Et en fait on se rend compte que c'est clairement intéressant. En tout cas, à minima, ça offre une expérience web mobile très performante. De là à voir selon vous, si vous pensez que ça suffit d'avoir cette expérience-là, ou est-ce qu'il faut en plus avoir une app mobile. Pour l'exemple, j'avais trouvé Starbucks qui a une app PWA qui est vraiment super belle. Et ben, ils ont beau avoir qui est citée parmi les plus belles PWA, ils ont quand même une app iOS et une app Android. Ils n'ont pas fait le choix de s'exclure des stores avec tout ce que ça voulait dire, parce que les utilisateurs sont quand même habitués pour une application aller sur un store. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un autre avantage des Progressive Web Apps, c'est le offline. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été fait initialement aussi pour ça. Ouais, donc ce qu'on rappelle, c'est que l'avantage du offline. Ouais, c'est de pouvoir faire du offline dans le web, parce qu'évidemment dans le natif, il n'y a pas de problème avec l'offline. Et donc voilà, c'est à chaque fois trouver la limite entre les deux mondes, de l'hybride, du mobile. Mais je pense que chacun a ses intérêts qui lui sont propres. Et puis un seul code, quand même. Ouais, et c'est un sujet qu'on pourra poser juste après. Comment on fait le lien avec Datadog entre ce qui se passe sur le mobile et sur le serveur? Ah, la question est revenue. On ne lâche pas l'affaire. Donc ça c'était la question. Alors concrètement ce qu'on a fait, il y a plusieurs façons de faire. Un outil comme Datadog apporte des particularités. La première chose, c'est qu'on a essayé de corréler typiquement dans la logique de flux que je vous ai montré tout à l'heure. On a essayé de corréler les flux qui vont du back-end mobile jusqu'au mobile avec des objets métiers. On est capable, en gros, de tracer tout ce qui s'est passé pour un objet métier, tous les événements qui sont produits pour un objet métier, ce qui permet d'avoir toute une chaîne complète sur une période de temps. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est nous qui l'avons mis en place, c'est nous qui avons mis les flux et quelque part les tags un peu spécifiques pour faire ça. Et après, Datadog apporte aussi une autre fonctionnalité qui est très bien, c'est de pouvoir afficher un log dans son contexte. Donc typiquement, si par exemple, moi j'ai un appel HTTP qui a planté, je vais via l'interface, je ne peux pas le montrer, mais l'idée c'est je clique sur le log en question, je lui demande de s'afficher dans son contexte et je vois tous les logs quelques secondes avant et tous les logs quelques secondes après. Ce qui me permet typiquement de voir s'il y a eu un crash sur le serveur, s'il y a eu une anomalie sur le serveur sur quelques composants que ce soit, à partir du moment où il l'a logué, je vais pouvoir le retrouver assez facilement. Donc on a ces deux façons, quoi. Ce que nous propose l'outil et puis ce qu'on a automatisé nous-mêmes. Et si tu veux faire un analyse de performance, alors là, parce que au niveau du rendering, tu sais. Alors, comme ça, tu vas pas pouvoir. Alors, la question, c'est sur l'analyse des performances. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire avec ça non plus. Typiquement, ce qu'on arrive à faire, c'est d'afficher les performances des API, mais vision serveur. On ne va pas avoir. Alors, on pourrait le faire, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. On pourrait aussi taguer ça sur le mobile. Mais on arrive à dire côté serveur, telle API a répondu en 200 millisecondes. On n'a pas l'échange réseau. Donc, en effet, c'est vrai que si on est sur de la 4G, sur du Edge ou sur du Wi-Fi, on n'aura pas le même rendu final côté mobile. Mais ce n'était pas notre objectif. Là, l'objectif, c'était plutôt déjà de mettre sous contrôle l'ensemble des événements, ce qui se passe sur le serveur, et puis surtout cette logique de tracer un flux de bout en bout, c'était absolument primordial pour nous. Voilà. Je pourrais vous montrer un exemple après si vous voulez. J'ai une dernière question qui est plus une remarque, je crois, qu'une vraie question. Google propose une solution native liée au Play Store pour pousser l'adoption des mises à jour sur Android, avec notamment un scénario bloquant. Une réaction par rapport à ça. Non, je n'ai pas trop compris la question. Je comprends pas trop la question. Un scénario bloquant, c'est-à-dire est-ce que la personne qui a posé la question peut se... Ouais. Tout à l'heure, vous avez fait la remarque qu'il fallait, par exemple, la pop-up bloquante, il fallait la faire soi-même, etc. Ok. Mais il y a, depuis, c'est annoncé il y a un an, c'est sorti de la bêta il y a un an. Okay. Il y a un scénario d'in-app updates. Et en fait, c'est directement, on va faire l'application avec le SDK, le Playcore. On va directement checker la mise à jour sur le Play Store et on pop une pop-up native Play Store dans l'application et on peut avoir des scénarios soit vraiment ce qu'on appelle une flexible update. Dans ces cas-là, la mise à jour va se télécharger en arrière-temps
on peut redonner à la main sur l'utilisateur pour faire la mise à jour, ou alors une pop-up bloquante mais native permettant de bloquer l'utilisation de l'application jusqu'à la mise à jour. Ok, donc la précision qui est apportée pour l'enregistrement, c'est que du coup sur le Play Store on peut faire ce qu'on vous a montré tout à l'heure, forcer la mise à jour. C'est vrai que ça fait pendant très longtemps la solution a été faite à la main et souvent elle utilisait le même fonctionnement que le, comme tu disais Vincent, sur d'avoir un fichier de conf qui va dire à la fois les versions activées pas activées et en plus la version minimum, donc ça centralisait tout ça. Et après c'est vrai que je crois que sur iOS, je sais pas s'il y a l'équivalent, est-ce que sur l'App Store c'est pas fait, donc c'est fait sur Android, malheureusement sur iOS il faut encore centraliser pour l'instant. Merci pour cette précision. Et bien, merci beaucoup à vous. On passe au croissant. Voilà. Yes. On passe au croissant.